Donc le Vietnam a été ma première affectation, enfin mes premiers reportages, parce que j'étais pas du tout destiné au journalisme. Et je suis parti au Vietnam avec un ami qui était médecin, parce que je faisais des études de radiologie. Et lui, c'était notre prof de médecine tropicale. Et j'avais eu un gros problème de cœur. Et j'étais assez bouleversé. Et lui m'a dit, bah, écoute, moi je connais un truc pour que tu passes que tu oublies tout ça. Tu vas venir avec moi au Vietnam. Déjà, j'étais photographe amateur. Et d'ailleurs, je faisais des photos avec Olivier Dassos, qui vient de mourir, là, qui est mort il y a 15 jours dans un accident d'hélicoptère. C'est lui qui m'a un peu qui m'a fait découvrir le développement des photos et le tirage des photos. Et donc cet ami médecin, qui est devenu un ami, m'a dit, bah, écoute, tu vas venir au Vietnam, tu vas faire un film sur moi, parce que lui, pendant ses vacances universitaires, il s'occupait de camps de réfugiés. Et il m'a dit, on va faire ce film, on va revenir en France, et je le montrerai dans mes conférences, comme ça, ça va animer mes conférences, et pour avoir récolter des fonds pour mon association. Donc je suis parti avec lui, et je devais rester 3 mois. Je suis resté 3 ans. Et donc là, j'ai découvert j'avais aucune idée de ce qu'était la guerre, ni rien. Et j'ai découvert d'abord un nouveau pays, qui est un pays d'Asie, qui est loin de chez nous, des climats différents, des gens différents, et puis en plus un pays en guerre. Et donc j'ai commencé à aller dans différentes opérations militaires avec des photographes français, et qui m'ont fait découvrir ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il fallait faire. Enfin, voilà, j'ai découvert la guerre avec eux. Et donc ça a été mes premiers reportages qui étaient là. Ce qui s'est bien passé, c'est que j'ai eu... là, on tournait en film. On était en film, et puis on n'avait pas Internet ni rien. Donc on a envoyé nos bobines de photos. Moi, je les envoyais à Paris, parce que il y avait une agence qui est devenue plus tard Sigma, qui a été une des plus grosses agences au monde de photos. Et le directeur de cette agence, à ce moment-là, s'appelait Apis, et lui, il s'appelait M. Granier. Quand je suis allé le voir, parce qu'il fallait qu'on ait des accréditations pour avoir notre carte de presse par les Américains, pour pouvoir couvrir les opérations militaires. Et quand je suis allé voir Granier, il m'a dit, mais oui mon petit, mais il n'y a pas de problème, on va t'accréditer, et puis tu nous envoies les photos, enfin bref. Et après aussi, pour la caméra, je suis allé voir Gaumont Actualité, qui m'ont aussi accrédité, qui m'ont envoyé des films d'ailleurs après. J'ai reçu des films vierges pour pouvoir tourner. La première expédition de mes films, j'ai fait la première page, la couverture de Valeurs Actuelles. J'ai fait une double page dans Paris Match. Et j'ai eu aussi l'Humanité dimanche, des photos dans l'Humanité. En fait, j'ai eu tout de suite ma première expédition. J'ai vendu beaucoup de photos, et très bien, parce qu'une double page dans Paris Match à cette époque, c'était, même maintenant, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Donc ça m'a donné en plus la pêche, en me disant, ça y est, tu arrives aussi à rentabiliser ton truc. Donc c'est pour ça que je suis resté. Puis après, je suis allé couvrir différentes opérations. J'ai connu des gens, des Américains, des Vietnamiens dans l'armée. J'avais créé mon petit réseau, dont un réseau avec un Américain qui, lui, il faisait partie des commandos, et il allait surtout dans les zones en arrière du front, chez l'ennemi. Et on l'appelait Zippo parce qu'il foutait le feu à tous les villages où il allait, où il pensait qu'il y avait des Viet Cong. Mais il opérait, ils étaient à 2 ou 3, et puis il détruisait les villages. Donc on l'avait appelé Zippo. Et lui me disait,
ben Mick va à tel endroit, parce qu'il y a des... on a des par les services de renseignement, il va se passer des choses. C'est comme ça que je suis arrivé à Loc Ninh, où j'ai été fait prisonnier. Parce qu'il m'a dit, bon, le Loc Ninh, c'est pareil, on a les services de renseignement nous ont signalé qu'il y avait 10 chars nord-vietnamiens. Pour un char, ça représentait peut-être un grand nombre d'hommes, quoi. Et des chars, c'était vraiment l'arme la plus suprême pour à combattre. Et le commandement vietnamien ne voulait pas que j'aille là-bas, parce que j'avais demandé l'autorisation, parce qu'il fallait demander l'autorisation pour aller sur les lieux de combat. Et le service de presse m'avait dit non, tu ne vas pas là-bas. Et donc j'ai appelé mon copain Zippo, j'ai dit ils ne veulent pas que j'y aille. Il me dit tu viens me rejoindre, je vais te cacher dans ma Jeep. Et puis c'est ce qui s'est passé, il m'a caché dans sa Jeep. Et on est arrivé à Loc Ninh, la fameuse base militaire où j'étais fait prisonnier. Là, il y a le commandement de la région qui a su que j'étais là. Il est venu chercher en hélicoptère. Et là, les Zippo et puis ses copains m'ont dit « Cache-toi, cache-toi, nous on va dire qu'on t'a jamais vu, tout ça. » Et donc le général est reparti avec son hélicoptère sans moi. Et le lendemain matin, on était attaqué. Et le jour après, on était fait prisonnier. J'ai été d'abord très surpris parce que on était tous blessés. Donc j'étais avec les... Il y avait 5 conseillers américains parce qu'après 72, les Américains commençaient à se retirer du Vietnam. Mais ils avaient laissé quelques conseillers militaires pour aider l'armée sud-vietnamienne dans leur opération. Donc il y avait certaines bases où il y avait encore des conseillers américains. Donc à Loc Ninh, il y en avait 5. Et on a tous été blessés parce qu'il y a eu pendant 3 jours, il y a eu une énorme bataille. Il y a eu... les chiffres sont pas... Personne n'est bien sûr sur les chiffres, mais c'est entre 8 000 et 15 000 personnes qui ont été tuées en 3 jours. Ce qui est énorme. Donc au bout du 3e jour, les Nord-Vietnamiens savaient où on était. Et on était dans un bunker qui était enterré. Et il y avait une espèce de souterrain il y avait un souterrain pour accéder à ce bunker. Et ils ont mis de l'essence. Et ils voulaient enflammer cette essence pour qu'on périsse brûlé, quoi. Et il y avait des petites ouvertures par lesquelles les tireurs tiraient pour se protéger de ces bunkers. Et on est parti par ces petites ouvertures avant qu'ils foutent le feu à l'essence. Et là, je me suis retrouvé face à des gamins avec des AK-47, des fusils d'assaut. Là, j'ai compris que j'étais prisonnier, quoi. J'ai levé les mains en l'air. J'avais d'ailleurs un appareil de photo dans la main droite. Je commençais à continuer à prendre des photos avec cet appareil. Et là, j'ai compris que c'était fini, mais je me suis dit, je suis journaliste, et il n'y a pas de problème, on va discuter j'ai discuté avec leur commandant, et puis ce soir, je suis à Saigon, et puis je vais vendre les photos tout de suite de mes photos, parce que ça a été quand même une grosse bataille. C'est une grosse bataille parce que, et on n'en parle pas, parce je crois qu'on est une vingtaine de survivants de Loc Ninh. Il y a eu des grosses batailles, comme Lai Khe, tout ça, au Vietnam. Mais donc, il y avait beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de gens qui ont survécu. Tandis que Loc Ninh, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont survécu. Et manque de peau, le soir même, je n'étais pas à Saigon, j'étais dans un camp avec les Américains. Et puis, les Américains
Au bout de 2 jours, sont partis. Ils sont partis dans un autre camp, et moi je suis parti dans un autre camp. J'étais seul. Et c'est là où j'ai eu la chance d'aller sur la fameuse piste Ho Chi Minh. La piste Ho Chi Minh, c'était une piste comme... ouais, en fait, il y avait plusieurs... C'est des espèces de chemins qui étaient dans la jungle, qui avaient été faits par l'armée nord-vietnamienne dans la jungle, et qui permettaient d'amener les munitions du Nord-Vietnam au Sud-Vietnam, tout en étant cachés. Et cette piste Ho Chi Minh, c'était vraiment le cœur de la guerre du Vietnam. Les Américains ont bombardé, ils ont bombardé des tonnes et des tonnes de bombes, ils n'ont jamais réussi à la détruire, parce que une route, bon, si on la détruit, il faut la refaire, mais là, un chemin dans la jungle, c'est facile de la refaire. Mais j'ai vu l'organisation de cette piste, il y avait des hôpitaux, il y avait des restaurants, mais tout enterré, c'était un truc extraordinaire. Et j'ai été un des rares occidentales d'être allé sur cette fameuse piste Ho Chi Minh. Et là, je me disais, je ne sais pas comment je vais me sortir de tout ça, mais d'avoir vu ça, pour moi, c'était... Mais malheureusement, je n'avais pas mes appareils de photo, parce qu'on me les avait confisqués. Ils m'avaient dit que c'était une prise de guerre. Bon, je leur ai expliqué que je ne faisais pas la guerre, mais bon, ils n'ont pas voulu qu'on... Ils ne m'ont jamais rendu, d'ailleurs, mon matériel. Et donc après, je suis allé dans un camp, et au bout d'un mois, je me suis évadé. Et puis, ben là, c'était un petit peu dur, parce que je suis parti dans la jungle. J'étais déjà blessé pendant la fameuse bataille de Loc Ninh. Et je me suis transpercé le pied par une grosse épine. Donc j'avais un pied qui était comme ça. Et à un moment, j'ai été obligé de me rendre, parce que je savais, il y avait des patrouilles de Viet Cong, de Nord-Vietnamiens qui passaient par là. Moi, je m'étais caché dans un arbre, et je voyais mon pied qui enflait, qui me faisait mal, mes blessures qui me faisaient mal. Et là, je me suis rendu à une patrouille qui passait. Et là, j'ai eu un moment un peu difficile, parce qu'ils m'ont mis sur un banc, à plat ventre sur un banc, et ils m'ont mis dans les mains des grenades découpillées, c'est-à-dire que si la grenade, c'est une espèce un gros œuf qui est rempli de poudre, et avec un détonateur, et bien, tout est contrôlé par on appelle ça la cuillère, c'est-à-dire une petite poignée. Si on lâche la poignée, ça explose. Et moi, il m'avait mis 2 grenades dans les mains, dégoupillées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sécurité. Et si j'avais une crampe ou quelque chose pareil, si je lâchais la cuillère, ben j'explosais, quoi. Et donc, ils m'ont mis ça pendant quelques heures pendant l'après-midi. Et après la nuit, on m'a dit de me lever et qu'on partait. Et là, j'ai dit, bon, ils vont me zigouiller, parce qu'un jour, à un moment, on marche un petit peu, puis on me dit, assieds-toi. Puis là, j'ai dit, ça y est, c'est fini, ils vont me zigouiller au milieu de la jungle, puis c'est fini. Puis finalement, non, et après, ils sont revenus au bout d'une demi-heure, enfin, peut-être une demi-heure. Et on est reparti, et au petit matin, je suis arrivé dans le camp où je m'étais échappé. Là, j'ai eu, le deuxième jour, il y a mes gardiens qui sont venus me lire un texte en disant que j'avais fait une grosse erreur de m'être évadé. Et c'était un texte aussi politique et tout ça. Et à la fin, ils m'ont dit que eux, on allait maintenant, à cause de mon évasion, ils étaient punis et ils allaient au front. Et on sait très bien ce qui se passe quand chez
nord-vietnamiens ou les Viet Cong, le front, ça veut dire une mort garantie, quoi, presque assurée. Parce que leur façon de se battre, c'était au lieu... Bon, ils envoyaient des vagues humaines, comme à Dien Bien Phu, des vagues et qui se faisaient tirer dessus, quoi. Et quand ils m'ont dit, ben, nous, à cause de toi, on part au front, ça m'a fait un petit peu... ben, c'était dur de se voir comme ça, comme je vous vois. J'ai dit, merde, à cause de moi, ils vont se faire peut-être descendre. Un jour, on me dit, tiens, voilà un rasoir, tu peux te raser maintenant. Et puis après, il y a le cadre politique qui s'occupait de moi, qui est venu me voir et qui m'a dit, on va te libérer. Mais avant de te libérer, il faut que tu nous fasses une déposition. Et dans cette déposition, il fallait que je dise que j'étais contre l'impérialisme américain. Enfin bref, c'était une déposition politique et je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Donc ça avait duré assez longtemps. Parce que moi je négociais, je disais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah ben si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas libéré. Voilà. Donc il a fallu que je dise des trucs auxquels je ne pensais pas du tout. Mais bon, je me suis dit à un moment, quitte à foutre le camp, il faut mieux leur faire plaisir. Et puis c'est ce que j'ai fait. Donc, et puis donc un jour on est parti. Et on m'a mis sur le porte-bagages d'une bicyclette. Et puis on m'avait mis un poncho sur la tête. Et le gars qui dirigeait un peu cette expédition, parce qu'on était une dizaine, m'a dit surtout ne dis rien. Il me prenait le poncho et puis il me couvrait bien les jambes et tout ça. Alors je dis, mais vous inquiétez pas, ça va, j'ai pas froid. Il a dit, non, il ne faut pas qu'on voit la couleur de ta peau. Mais moi, je ne comprenais pas. Et puis, je ne savais pas que j'étais au Cambodge. Et je ne savais pas trop l'histoire des Khmers rouges qui avaient tué pas mal de journalistes. Après, j'ai compris que c'était pour me protéger. Et à un moment, on est arrêté par l'armée nord-vietnamienne, parce que lui, il avait laissé son phare c'était la nuit, sur son vélo, il avait laissé son phare. Et donc le nord-vietnamien l'arrête et lui dit, voilà, tu es un traître, on va te tuer parce que tu veux dire aux Américains où tu es, en laissant ton phare. Et là, il prend son vélo, puis il me dit, ne bouge pas. Ne bouge pas, ne dis rien, ne bouge pas. Il pose son vélo contre un arbre, donc j'étais toujours dessus, et je ne bougeais pas. Et il est allé discuter avec la personne avec qui il s'engueulait, et finalement, après des palabres, au bout de 10 minutes, il est revenu, et il m'a dit, ne bouge pas, continue, reste comme ça, ne bouge pas, ne bouge pas. Et puis on est arrivé dans une maison, on a passé la nuit, et tôt le matin, ils m'ont réveillé. Et on a marché sur une route que je connaissais, parce que ils appelaient ça le Highway 13, l'autoroute 13. En fait, c'est pas une autoroute, c'est une route qui allait du Vietnam au Cambodge. Et moi, j'avais fait cette route souvent en opération, donc je savais où j'étais. Et au moment où je suis parti du camp, quand j'étais fait prisonnier, j'avais de l'argent avec moi. Et il y a la personne qui s'occupait de moi, qui était en charge de l'opération, de me libérer, m'a dit, voilà, tu avais tant d'argent, tu restais tant de jours chez nous, à tant la journée, ça fait, je ne me souviens plus des chiffres, ça fait tant comme si j'étais à l'hôtel, quoi, ou en pension complète. Tu nous dois tant, mais on va te rendre quand même un peu d'argent. Je dis, ah bon, et ça je me souviendrai toujours, on va te rendre 450 piastres. Piastres, c'est la monnaie du Vietnam.
J'ai dit, ah bon, ben merci bien, et tout. Mais, bon. Et puis, on est sur cette fameuse route 13, et là, à un moment, il s'arrête, et puis il me dit, bon, ben, tu vas marcher jusqu'à Loc Ninh, non, jusqu'à Tai Ninh, et là, tu vas retrouver un poste de l'armée sud-vietnamienne. Eux, ils appelaient ça l'armée fantoche. Et j'ai dit, bon, ben, merci bien. Puis moi, je crois qu'ils allaient m'abattre. Quand j'allais marcher, j'ai dit, ça y est, ils vont me tirer dessus. Puis à un moment, je me suis dit, ils ne peuvent pas me tirer dessus parce qu'ils ont pris des risques quand même. Ça fait 2 jours qu'on fait du vélo, et au milieu des Khmers. Et, mais pourquoi ils m'amènent ici pour m'abattre? Enfin bref, mais je n'étais pas bien rassuré. Et là, je vois, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient sur des petites motos, qui étaient sur cette route. Et ils ramassaient de la ferraille. Il y avait des morceaux de tank, il y avait des morceaux d'hélicoptère, il y a eu une grosse bataille. Et ils ramassaient de la ferraille pour la vendre. Et là, il y a un type qui arrive avec sa moto, et il s'arrête devant moi. Et puis il me dit, tu veux aller à Tai Ninh? J'étais un peu surpris qu'il s'adresse à moi. Et alors je dis, oui, je vais aller à Tai Ninh. Il me dit, oui, c'est là-bas, c'est là-bas. Je dis, oui, oui. Il me dit, mais tu dois me payer. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, il faut que tu me payes, c'est 450 piastres. Et là, j'ai dit, 450 piastres. L'autre m'a dit, je te rends 450 piastres. Lui, il me demande 450 piastres. J'ai dit, bon, ben, ils se sont organisés parce qu'il y avait quand même pas mal de chemin à faire. Il y avait au moins une quinzaine de kilomètres à faire. Et là, j'ai dit, bah, ça y est, c'est l'organisation. Et donc, finalement, je suis arrivé à un poste de contrôle de l'armée sud-vietnamienne. Pas très loin, il y avait un autre poste, mais avec des Américains. Ils m'ont amené chez les Américains, mais on était en pleine jungle. Enfin, et donc ils m'ont demandé qui j'étais, alors je leur ai expliqué, ils ont vérifié. Ils ont bien vérifié que j'avais été dans la fameuse bataille de Loc Ninh, tout ça. Et là, il me dit, bon, ne vous inquiétez pas, on va venir vous chercher. Et là, j'avais rarement vu ça, ils ont bombardé de partout, tout autour de nous, de l'endroit où j'étais. Mais bombardé pendant une demi-heure, sans arrêt, partout. Et on me dit, il y a 5 hélicoptères qui vont arriver. Tu sauteras dans celui du milieu, va atterrir, tu sautes dedans. Et il va remonter tout de suite, il faut que tu t'agrippes. Que quelqu'un à l'intérieur va t'aider. Il faut vite repartir parce que c'est trop dangereux, parce qu'on est entouré de Nord-Vietnamiens. Et à un moment, c'est un peu comme dans les films de guerre. Je vois 5 hélicoptères qui arrivent, qui tiraient parce qu'il y avait des mitraillettes de chaque côté des hélicoptères, qui tiraient de partout. Et puis celui du milieu qui est arrivé, qui a atterri. Il y a un Américain qui était à l'intérieur qui m'a attrapé, qui m'a tiré. Et on est parti. Et il y a le commandant, là, le pilote, il se retourne vers moi, puis il me fait. Et puis bon, on est parti. Et on a atterri à la base de Lai Khe, qui était une grosse base américaine. On est allé à l'hôpital. Et puis là, c'était assez drôle parce que je me prenais pour un astronaute. Il y avait une haie d'infirmières, d'Américains qui m'applaudissaient. Et ils sont arrivés avec un brancard. J'ai dit non, mais je peux marcher. Et puis, donc, il y avait tout le personnel médical qui applaudissait. Et puis après, on m'a mis dans une chambre. Et on m'a fait des tests, enfin, médicaux. Et après, il y a la CIA qui est venue, qui me posait plein de questions sur la bataille, et ils voulaient savoir qu'est-ce qu'étaient devenus les 5 Américains avec qui j'étais, ou surtout. Et puis il y a un des médecins,
J'étais fatigué, puis bon, je pleurais, tout ça. Donc un médecin-chef qui est venu, qui m'a dit, si vous vous cassez les pieds, vous me le dites. Et j'ai dit, oui, il me casse les pieds, ouais. Puis je voudrais rentrer à Saigon. J'ai dit, est-ce que je peux téléphoner au consulat de Saigon, au consulat français, pour qu'on vienne me chercher, je ne veux pas rester ici. Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis il y a un copain qui était vice-consul, qui vient me chercher. Et là, j'ai eu un truc qui m'a sidéré. À peine j'étais rentré dans sa voiture, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu repars en France, là? Je dis, je sais pas. Il dit, tu sais, on n'a pas de budget hein, pour des gens comme toi. Alors là, je me suis dit, je suis français, je demande de l'aide à la France. Voilà comme je suis reçu après 4 mois passés dans des conditions un peu difficiles. Il aurait pu me parler de tout, ou ta mère est au courant que tu es libéré, ou je sais pas quoi. Non, c'est la première chose qu'on m'a dit ça, il n'y a pas de budget pour toi. Donc il m'a... On est allé chez lui, et là j'ai dormi dans un lit avec des draps propres, parce que je n'avais pas de lit, je dormais dans un hamac quand j'étais prisonnier. Et le matin, bon joli petit déjeuner, de croissants, tout ça. Et puis après, je suis allé voir les Américains pour qui je travaillais. Mais j'étais mal en point, j'avais perdu 15 kilos, j'étais anémié, j'avais le paludisme. Donc le chef du bureau de l'agence UPI, une agence américaine, a dit on va s'occuper de toi, tu vas aller à l'hôpital. Et puis je suis allé voir CBS qui est aussi une chaîne américaine de télévision, qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit on va s'occuper avec UPI, on va te prendre en charge. Tu t'occupes de rien, tout ça, on va te prendre en charge. Contrairement aux Français qui m'ont dit on n'a pas de budget pour toi, les Américains m'ont dit t'inquiète de rien. Et puis, donc moi j'avais toujours mon appartement à Saigon. Donc j'avais encore les clés, donc je suis allé et j'avais prêté mon appartement, une pièce de mon appartement à un copain photographe. Et lui, il a su, parce qu'on avait un petit réseau avec les pilotes d'hélicoptères et tout, que j'avais été libéré. Donc, entre-temps, les Américains me trouvent une chambre dans l'hôpital français, qui était tenu par l'armée française encore, qui s'appelait l'hôpital Graal. Bon, les Français étaient partis après Dien Bien Phu, il y a eu les accords de Genève, ils sont partis du Vietnam. Mais l'armée s'occupait encore de cet hôpital, qui était l'hôpital le plus moderne de tout le Vietnam. Et c'était tenu par l'administration française, avec l'accord de l'armée, du gouvernement sud-vietnamien, mais c'était des médecins militaires qui étaient dans cet hôpital français. Et là, on me dit, il y a votre ami Gérard Harou qui vient vous voir. Et donc, c'était cet ami avec qui on partageait mon appartement à Saigon. Il vient me voir et puis, bon, il me dit, je suis content que tu sois libéré, tout ça. Tu es mal en point, reste à l'hôpital, tout ça. Moi, je vais chercher mon matériel qu'il avait laissé dans la DMZ, c'est-à-dire c'est la frontière qu'il y avait entre le Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam. Et il dit, dès que j'ai su que tu étais libéré, je suis noir, là je vais chercher mon matériel et je reviens, je m'occupe de toi. Et malheureusement, il est allé chercher son matériel, il s'est fait tuer. Voilà. Donc après, j'ai passé 4 mois à l'hôpital. Je regrette, mais rien du tout, rien. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas aucun jour de ma vie. Il y a bien des jours où
où je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans Je suis allé dans des zones quand même un peu difficiles dans mon métier. Et parfois, merde, on se dit, qu'est-ce qu'on fout là? Puis finalement, on en ressort encore plus grand, quoi, parce qu'on a vu des choses et on a eu des expériences.